Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes et les événements, ainsi que le calendrier des activités sur notre site internet www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence. Merci, Émilie. Blandine, tu expliques les règles pour les questions et puis après on passe la parole à Monsieur Lorca. Oui, donc pour les questions, vous posez vos questions dans la boîte Q&R, et Q et R, c'est en français, et non pas dans le chat. Merci. Bon, alors Monsieur le professeur Pierre-Michel Lorca est professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Il est également directeur des soins de la Fondation fondamentale. Voilà. Et il a, comme c'est pas la première fois, la gentillesse de venir nous parler ce soir. Monsieur, c'est à vous de parler. Merci beaucoup, merci de l'invitation d'abord, hein, parce que c'est vous qui avez la gentillesse de m'inviter. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous et d'essayer d'améliorer nos connaissances mutuelles les uns des autres. Et c'est important, je pense, dans les problématiques qui sont les nôtres. Je vais partager mon écran. Alors, j'espère que ça va marcher. Ouais, attendez. Euh, Hop, hein. Il faut que j'arrive à faire venir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui. Donc c'est bon. Donc je vais vous parler ce soir de deux parties. Donc ce que je vous propose, c'est je vais parler d'abord des symptômes résiduels et ensuite je vais parler des comorbidités psychiatriques, tout cela dans le trouble bipolaire. En fait, bon, je m'interromprai ce que je vous propose quand j'aurai fini avec les symptômes résiduels pour partager les choses en deux, pour poser des questions, parce que en fait, les choses ont un lien l'une avec l'autre, mais sont deux champs assez distincts. Et il me paraissait utile d'avoir ces questions. Donc, peut-être n'hésitez pas à poser les questions, comme il vous a été dit, hein, dans la partie Q&R, de questions-réponses, de façon à ce que on puisse échanger à la fin. Puis après, j'enchaînerai sur les aspects de comorbidité. Ma présentation, je vais vous présenter pas mal d'informations, des informations basées sur des études. Alors bon, j'irai vite sur certaines choses, je pourrais repréciser par rapport à ça, parce que le but, c'est pas de rentrer dans la technicité des études, mais peut-être c'était simplement de souligner les résultats obtenus. Alors, c'est pour montrer deux choses. À la fois que il y a pas mal de travaux qui sont menés, qui permettent de mieux comprendre le trouble bipolaire et d'améliorer, j'espère, les choses, hein, et les possibilités de prise en charge, d'identification, de prise en charge, etc. Et donc ça, c'est le premier élément. Puis aussi, l'idée, c'est que ces éléments-là puissent éventuellement rentrer enfin, vous faire penser à des éléments qui ont à voir avec ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouvez être confronté. Et en fait, ça aide peut-être à réfléchir à tout ça. Voilà. Donc, je commence. Donc, ça, c'est mes déclarations d'intérêt, hein. À la fois, j'ai travaillé avec des compagnies pharmaceutiques, mais aussi, j'ai des engagements, comme il a été dit, dans la Fondation fondamentale et puis dans l'association Hospitalière Sainte-Marie, qui est une association dans laquelle j'ai travaillé il y a quelques années. Je suis membre du conseil d'administration maintenant.
Alors, d'abord, la notion de symptômes résiduels. Donc, en fait, c'est assez simple, hein, la notion de symptômes résiduels, puisqu'en fait, comme son nom l'indique, c'est des symptômes qui persistent. Et donc, en fait, pourquoi on s'y intéressait beaucoup, ça témoigne quand même que les choses évoluent, et c'est pas dommage, dans le registre de la compréhension des troubles mentaux et notamment du trouble bipolaire, parce que pendant longtemps, la description du trouble bipolaire était l'alternance avec des phases intercurrentes, comme on dit, d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs. Et on disait que la période interépisodique était l'euthymie, et cet état d'euthymie était ce qui était attendu, et on considérait qu'il y avait une sorte de logique pour dire que pendant cette période d'euthymie, ben, on revenait à son état antérieur, ou en tout cas à son état de bonne santé. En fait, c'est un élément qui était probablement lié à un déficit d'exploration clinique, peut-être de ne pas assez écouter les patients qui pouvaient le rapporter. C'était une vision médicale qui en fait ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a dans ces phases-là des symptômes qui ne sont pas forcément des symptômes aussi intenses, hein, qui existent lors des épisodes aigus, dépressifs ou maniaques, hein, mais qui sont des symptômes d'importance parce qu'en fait, ils ont des conséquences, hein, et il est important de chercher à les repérer. Et donc, cette notion-là et cette exploration, cette compréhension de ce que sont ces symptômes, elle est majeure aujourd'hui parce que, ben, comme je l'ai noté là, ils sont présents beaucoup plus que les symptômes lors des phases aiguës, hein, lorsqu'on regarde les personnes qu'on observe dans le temps. Donc, c'est important, avec notamment ces aspects-là qui ne sont pas forcément explorés systématiquement, comme les troubles du sommeil et troubles du rythme veille-sommeil, comme les difficultés cognitives, comme la dysrégulation émotionnelle. Et en fait, ces éléments-là ont vraiment une importance et un intérêt parce qu'ils ont des conséquences et des conséquences fonctionnelles, parfois au niveau du travail, de la vie quotidienne. Et donc, c'est important le repérage. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est différents travaux qu'on a menés. Avec les équipes avec lesquelles je travaille, à la fois à Clermont-Ferrand, mais aussi au sein de la Fondation fondamentale, il y a deux types de travaux pour montrer que ben, probablement dans ces moments où peut-être les médecins pensent que tout va bien, puisqu'on est dans cette phase intercurrente, il persiste des signes et symptômes qui sont importants, qui doivent être repérés, et il est important aussi que vous puissiez, enfin, que les gens qui en souffrent puissent les exprimer parce que c'est des choses sur lesquelles on peut, en tout cas, se poser la question de comment les améliorer, mais ça vaut le coup d'y penser et de voir comment faire quelque chose. Alors, d'abord, un travail qu'on avait fait à partir d'une étude sur plusieurs centaines de patients pour justement un élément qui est important, voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la dynamique entre la présence de cette euthymie, c'est-à-dire être en dehors d'un épisode maniaque ou dépressif, cette phase intercurrente où censément on va bien, et les symptômes résiduels. Donc en fait, dans cette étude-là, c'était une étude, alors c'est une étude transversale. En fait, on a donc pris des gens qui souffraient de troubles bipolaires et qui étaient considérés comme euthymiques et qui étaient suivis uniquement en consultation externe, donc un peu plus de 500. Et en fait, il y a des critères de définition de l'euthymie et ces critères de définition de l'euthymie, en fait, sont définis internationalement hein, par la- la- la Société internationale des troubles bipolaires. Et en fait, c'est un niveau de symptômes dépressifs ou de symptômes maniaques qui est faible en utilisant des outils d'évaluation. Donc, ce qu'on s'est dit, enfin, l'idée qu'on avait par rapport à ça, c'est que ces patients-là, euthymiques, en fait, donc considérés avec les critères internationaux de psychiatrie comme euthymiques ayant un faible niveau enfin, de symptômes dépressifs ou maniaques, et ben, en fait, on a évalué, on leur a posé des questions autour de bien sûr donc leurs symptômes dépressifs ou maniaques, mais aussi donc leur fonctionnement, leur capacité dans la vie quotidienne à l'aide d'un outil qui permet d'évaluer les capacités au travail, dans la vie quotidienne, etc. Donc qui est un outil qui est assez facile à faire et qui est assez utile. On a fait l'hypothèse qu'il y avait probablement des difficultés de sommeil qui étaient probablement insuffisamment identifiées. Donc, on a utilisé un outil qui est chez le Pittsburgh pour la qualité, les troubles du sommeil et les troubles du sommeil qui sont évalués. On a
aussi fait un choix qui était délibéré d'évaluer les symptômes cognitifs résiduels, c'est-à-dire comment les gens percevaient leurs difficultés cognitives, difficultés de concentration, difficultés de mémoire, difficultés d'attention, difficultés de planification des actions, tout ce qu'on utilise dans la vie quotidienne et en fait qu'on peut mesurer avec des batteries neurocognitives. Mais là, l'idée, c'était pas de les mesurer avec des batteries neurocognitives, mais de demander aux personnes qu'on interrogeait quelles étaient leurs difficultés perçues, comment ils ressentaient ça avec ce qu'on appelle les échelles visuelles analogiques, qui sont assez fiables en termes de reproductibilité. Et puis, on mesurait aussi le chronotype, c'est-à-dire pour savoir si les gens étaient plutôt du matin ou du soir, hein. Il y a des outils par rapport à ça, parce qu'on a tous, enfin, il y a des gens pour qui c'est indifférent, mais quand même, la plupart des gens ont tendance à être plutôt du matin, plutôt du soir. Ça veut dire plutôt en forme le soir ou plutôt en forme le matin. Et en fait, dans ce cas-là, c'est des éléments importants par rapport à cet aspect trouble du sommeil. Donc, vous voyez, c'est l'idée de faire, de regarder des gens qui sont euthymiques et de voir un peu comment ils vont de manière un petit peu plus spécifique et précise. Et une des idées, c'est que probablement, si on calculait la durée d'euthymie, c'est-à-dire si on mesurait la durée depuis laquelle les gens n'ont pas fait d'épisode pathologique, dépressif ou maniaque, et ben peut-être il y avait des éléments qui permettaient de distinguer ces caractéristiques entre ces groupes. Donc on a fait trois groupes, hein, des gens qui n'ont pas eu d'épisode depuis moins de 6 mois à 1 an, depuis 1 an à 3 ans, et puis de 3 à 5 ans. Et donc, on a mesuré, on a tout ce que j'ai évoqué, symptômes dépressifs, symptômes maniaques, les aspects cognitifs perçus, les problèmes de sommeil, le fonctionnement et puis le chronotype chez ces patients-là. Ce qu'on voit ces résultats, c'est que plus, pour faire simple, je ne vais pas vous détailler le tableau, je pourrais répondre à la question si vous voulez, mais la question principale, c'est de se dire, en fait, globalement, on se rend compte que plus on s'éloigne d'un épisode, et ben, plus les éléments s'améliorent en termes de symptômes dépressifs résiduels. Ça, c'est un élément qui est évident, mais aussi en termes de qualité de sommeil et de performance cognitive. Et on voit bien que cette durée de maintien en euthymie est un élément important, pas seulement parce que les symptômes du trouble bipolaire, dépression ou manie ne sont pas présents, mais aussi dans la manière dont on ressent ses performances cognitives, dont on ressent la qualité de son sommeil. Et donc, en fait, c'est important parce qu'il y a vraiment une idée de, d'observer et ce qui souligne l'enjeu d'arriver à rester sur des périodes d'euthymie un peu longues. Donc bon, ça paraît assez évident, mais ça montre quand même que le maintien de l'euthymie est un facteur qui est associé à une amélioration de paramètres, de variables, qui ne sont pas simplement les symptômes dépressifs ou maniaques, mais aussi tout un tas d'autres paramètres qui contribuent à la qualité de cette rémission et de ce moment, je veux dire, intercurrent, comme je l'évoquais, et qui est un élément important. Alors, un autre aspect, c'est justement d'explorer ces syndromes résiduels et cette notion d'altération fonctionnelle. Toujours la même population. Et en fait, c'est un élément important parce que c'est pour sensibiliser. Notre idée, c'est que l'hypothèse qu'on formulait, c'est que probablement que les difficultés fonctionnelles que peuvent rencontrer les patients ont un lien avec justement les symptômes dépressifs résiduels, mais aussi les problèmes de sommeil, mais aussi la perception des performances cognitives. Et pourquoi ça nous paraît important? Parce que justement, ça représente des dimensions cliniques sur lesquelles on peut penser que même lorsqu'un patient est considéré comme euthymique, une fois de plus, tous ces patients-là étaient considérés comme euthymiques, et ben en fait, il y a des éléments qui altèrent quand même les capacités fonctionnelles quotidiennes et donc, bien sûr, la qualité de vie des patients. Et donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu quand même à l'identification pour pouvoir voir comment faire. Donc, on a toujours la même population, on explore ces différents éléments et on fait un modèle pour voir quelles sont les corrélations entre les différents points. Et ce modèle, c'est celui-là. Vous voyez, c'est assez simple. Désolé, c'est en anglais. Bah, en fait, il y a en haut l'altération des performances cognitives, au milieu les symptômes dépressifs résiduels,
En bas, les troubles du sommeil. Et puis, à droite, le fonctionnement, la fonctionnalité, les capacités fonctionnelles du sujet dans sa vie quotidienne. Et donc, l'idée, c'est d'explorer les interactions qui existent entre ces différents éléments, avec l'idée que chacun des 3 points, problème cognitif, problème dépressif persistant et troubles du sommeil, ont des conséquences sur le fonctionnement et interagissent entre eux. Donc, lorsqu'on fait l'analyse justement de cette population. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez simplement que, en fait, ce qu'on voit à gauche, la PSQI, subjectif qualité, etc., c'est tous les déterminants spécifiques du sommeil qui sont associés aux troubles du sommeil global. En haut, c'est les aspects de ce que les problèmes qui sont perçus par le sujet sur sa mémoire, sur sa concentration, sur le fait de se sentir ralenti ou sur le fait d'avoir de la difficulté à planifier ses actions. Et donc, c'est ce qui permettait avec les outils qu'on a mesurés. Puis à droite, il y a FAST, c'est les différents aspects fonctionnels des difficultés rencontrées. Ce qu'on voit là, en tout cas, c'est un élément important parce que ce n'était pas du tout ce qu'on avait pensé. C'est que les problèmes de sommeil n'ont pas un effet direct sur le fonctionnement, mais c'est un effet qui est plutôt lié à une altération des performances cognitives et à une altération, une accentuation des symptômes dépressifs et pas d'effet direct sur le fonctionnement. Donc en fait, ça nous laisse à penser que en fait, d'abord quand même, les problèmes de sommeil sont des problèmes cruciaux à identifier parce qu'ils ont un effet à la fois sur les symptômes dépressifs et sur les symptômes des performances cognitives. Donc ça veut dire que traiter le problème de sommeil, quelle que soit la manière dont on le traite, donc avec des stratégies plus psychothérapiques, plus pharmacologiques, mais en tout cas, c'est des enjeux importants d'arriver à normaliser le sommeil. Donc ça, c'est un élément important, mais aussi que les capacités fonctionnelles sont fortement liées à la manière dont le sujet perçoit ses performances cognitives et donc la manière dont il arrive à se concentrer, etc. Et que explorer ça, savoir interroger le sujet par rapport à ça, l'exprimer auprès de son psychiatre, hein, c'est des éléments importants parce que c'est quand même quelque chose qui a vraiment des conséquences dans la vie concrète, dans la vie quotidienne, qui sont importantes. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on peut conclure. Et donc en fait, une fois de plus, ça souligne l'important dans ces phases de TIMI où on pourrait se dire banalement, tout va bien, que en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ça va beaucoup mieux. Ça n'est pas un épisode en soi-même. Mais à ce moment-là, même si on n'a plus les critères d'un épisode, on a des éléments, les problèmes de sommeil, les problèmes de la manière dont on arrive à utiliser ses capacités cognitives, mais aussi la persistance de petits symptômes dépressifs peu intenses, pas forcément repérés, sont des choses qui ont des conséquences. Et à mon avis, c'est un vrai enjeu, l'identification, l'expression auprès des psychiatres pour essayer de voir comment optimiser les stratégies. Il n'y a pas de solution miracle par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne l'identifie pas, si on ne sait pas ses conséquences, on peut se dire, un épisode, la personne est euthymique, puis ça va bien, puis c'est tout. Et en fait, ça diminue la nécessité, enfin, la perception de la nécessité d'avoir une action très proactive dans ces périodes-là qui me paraît, à mon avis, essentielle. Et ça, c'est une autre étude. Donc, ça, c'est une étude qui est issue des, des travaux de la Fondation fondamentale et donc de la cohorte FaceBD, qui est une cohorte qui permet justement d'observer des patients qui sont normalement timides au moment de l'évaluation, mais qui peuvent présenter des épisodes, et de voir un petit peu quels sont, de manière longitudinale, justement, comment on peut voir par rapport à ça, chez ces sujets donc euthymiques, hein, toujours, en fait, les symptômes, les éléments symptomatiques qui sont associés à des éléments justement de capacité fonctionnelle dans une perspective longitudinale. C'est dans ce cas-là, la précédente étude, si on prenait les gens et les interrogeait sur leur état actuel, et puis on avait des éléments sur comment ça a évolué, là, on les observe de manière prospective, donc on n'a pas forcément on n'a pas de biais de remémoration, les gens ne sont pas obligés de se souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est plutôt, on peut observer ce qui se passe dans le temps et on essaie de comprendre. Donc dans ce cas-là, c'est cette cohorte que je décris, hein, c'est pour décrire l'évolution et essayer d'évaluer ça. Et dans cette étude-là, c'était 4422 personnes qui ont été évaluées avec un suivi à 1, 2 ou 3 ans. Donc en fait, dans l'étude-là, on a extrait de cette population 533 personnes qui étaient considérées comme euthymiques et on a évalué 3 choses.
Une fois de plus, le sommeil, avec la qualité subjective du sommeil, le même outil. Une fois de plus, le fonctionnement. Et puis un autre élément qui est aussi une dimension clinique importante, c'est la réactivité émotionnelle. La réactivité émotionnelle, c'est le fait d'être trop sensible ou pas sensible à des stimuli émotionnels qu'on rencontre dans la vie quotidienne et avoir l'impression justement de ne pas réagir à ces éléments émotionnellement marqués ou de réagir d'une façon excessive. Et c'est une dysrégulation émotionnelle qu'on peut rencontrer dans le trouble bipolaire. Donc, dans cette étude, vous voyez, on a fait une analyse en cluster. Donc, vous voyez, c'était un âge moyen 40 ans. Donc, des patients qui étaient enfin, des bipolaires de type 1 et des bipolaires de type 2 ou non spécifiés. Et vous voyez un niveau de symptômes à la ECLAMA-DRS et l'YMRS, donc des symptômes dépressio-maniaques, qui est bas. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le seuil pour parler d'euthymie, c'est moins de 8. Vous voyez qu'on avait à 5,8 et 1,77. Donc on est vraiment c'est des sujets qu'on pourrait considérer, on pourrait se dire que en fait, tout va bien. Tout simplement, tout va bien, puis voilà. Or, en fait, chez ces patients-là, lorsqu'on analyse, on analyse par les groupes, on a la moitié des patients pour lesquels on a effectivement, ils sont euthymiques et ils ont une réactivité émotionnelle qu'on va qualifier de normale, avec l'évaluation qu'on en fait, et une qualité de sommeil qui est normale. Mais par contre, l'autre moitié se répartit en deux. Des sujets qui ont une hyporéactivité, une diminution de leur réactivité émotionnelle avec des troubles du sommeil, et d'autres qui ont une hyperréactivité émotionnelle avec des troubles du sommeil. Et on a un lien entre les deux. Donc c'est important parce que en fait, on voit une fois de plus que chez ces sujets qui sont apparemment, chez qui apparemment tout va bien, même dans ce cas-là, on n'a pas de symptômes dépressifs résiduels très marqués, on a vraiment une intensité faible. Et bien là, il peut persister ces modifications de la régulation émotionnelle qui est associée fortement à des troubles du sommeil. On a vu que ces troubles du sommeil peuvent favoriser les symptômes dépressifs, etc., etc. Donc en fait, on voit qu'il y a un enjeu à cette identification. Alors là, c'était juste pour illustrer, mais donc en fait, on se rend compte qu'on a vraiment une population euh, qui sont euthymiques, mais donc qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont vraiment, ces groupes 2 et 3 ont une caractéristique, et c'est quand même la moitié des personnes qui sont observées sur cet échantillon de plus de 500 personnes. Donc en fait, globalement, on a vraiment un enjeu important de l'identification. Alors ça, c'est juste pour montrer la manière dont c'est perturbé en termes de qualité de sommeil. Donc on peut décrire, et en fait c'est important parce que si je montre ça, c'est pas juste pour le plaisir de montrer un schéma, mais c'est qu'en fait le sommeil peut être effectivement analysé en fonction de l'efficience, la durée, la perturbation, le fait d'utiliser le temps avant l'endormissement, la qualité subjective, comment on ressent son sommeil, le fait de prendre des hypnotiques. Et en fait, c'est des éléments qui sont distincts et on voit bien que dans la moitié de la population, on retrouve ces modifications-là. Et comme on l'avait montré tout à l'heure, eh bien, en fait, ces groupes et ces deux groupes-là, c'est quand même moitié de la population qui ont cette réactivité émotionnelle perturbée, modifiée, soit dans le sens d'une hyporéactivité, soit dans le sens d'une hyperréactivité émotionnelle. Et chaque fois avec des troubles du sommeil, ce n'est pas tout à fait identique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ben en fait, il y a des conséquences sur les capacités fonctionnelles du quotidien, avec à la fois sur les aspects cognitifs, mais aussi les problèmes à gérer ses finances, les modalités de relations interpersonnelles, le capacité à prendre avoir des loisirs, etc. Et on voit bien quand même que l'euthymie, c'est-à-dire cet état qui paraît, voilà, qui est l'objectif, et ben, un objectif, si on regarde bien avec précision, un objectif qui doit être pris avec précaution et qui justifie la poursuite des efforts de stratégie de prise en charge psychothérapique, de traitement, etc., de manière à s'optimiser parce que on garde dans ces périodes-là quand même, là, dans ce cas-là, la moitié des gens, des conséquences, enfin, des éléments de la maladie qui ont des conséquences sur les capacités fonctionnelles au quotidien et donc sont importants pour le sujet. Donc en fait, c'est un élément important parce que ce que j'essaie de partager là, c'est que ces symptômes résiduels, on se dit, bon, ben voilà, c'est pas grave, globalement, on est sorti des gros épisodes, et on se rend compte que quand on regarde de plus près, ben, la persistance de différentes manifestations, que ce soit
comme je l'ai dit, ben, des petits symptômes dépressifs, même s'ils ne constituent pas, ils ont l'air pas très intenses, que ce soit cette réactivité émotionnelle modifiée, que ce soit les problèmes de sommeil, endormissement, qualité du sommeil, ben, ont des conséquences fonctionnelles dans la vie quotidienne, dans la capacité à faire face aux tâches de la vie quotidienne, y compris du travail. Ben, c'est important et donc en fait c'est aussi important de le souligner, de l'exprimer et d'essayer de voir comment quelque chose peut être fait en se disant, ben, une fois de plus, si c'était simple et qu'il y avait des stratégies miraculeuses pour améliorer les choses, ben, ça serait une bonne chose, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour autant, c'est quand même un enjeu important. Donc, je vous propose que on fasse une première pause s'il y a quelques questions autour de ces problèmes-là, puisque je vais attaquer les aspects de comorbidité psychiatrique ensuite, si vous, si vous en êtes d'accord, mais je vais proposer qu'on fasse quelques questions. Alors, sinon, on pourra faire des questions à la fin, bien sûr, hein, même sur ce sujet-là. Mais donc, Et, je laisse la parole au modérateur. alors, à ce stade-là, peu de questions. Enfin, je pense que les personnes ont été un petit peu surprises par, par votre approche. Euh, En général, on ne connaît pas non plus, on ne connaît pas bien de quoi il s'agit. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on peut attribuer une part de la responsabilité de ces syndromes résiduels au au traitement de fond que reçoivent les patients? Personnellement, c'est la première question qui m'est venue. Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, qui n'est pas facile à débrouiller. En fait, parce que certains des traitements, alors, on voit bien que là, alors, vous voyez, si on regarde les différents types de symptômes que j'évoque, en fait, on voit bien que des symptômes comme la réactivité émotionnelle ou comme, par exemple, la persistance de symptômes dépressifs ou comme, par exemple, les difficultés de sommeil, en fait, on peut penser que dans ce cas-là, il est difficile d'attribuer au traitement des éléments qui, au contraire, devraient être améliorés par le traitement, par exemple pour le sommeil ou la réactivité émotionnelle ou les symptômes dépressifs. Et donc, c'est plutôt pas le cas. Après, en ce qui concerne les plaintes cognitives, c'est-à-dire les difficultés cognitives perçues, ben, on sait que les traitements peuvent avoir des effets. Alors, ça dépend des traitements, et ça dépend des associations qui sont fréquentes dans le trouble bipolaire. En fait, on peut dire que ces traitements peuvent avoir des effets cognitifs, des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation, mais en même temps, on ne peut pas les attribuer uniquement à ça. Donc, en fait, on ne peut pas exclure que ça soit présent. Donc, pour répondre à votre question, plus particulièrement sur cette dimension-là, on peut penser que certains cas, certains aspects, comme par exemple enfin, le ralentissement de la traitement de l'information pourrait être lié au traitement, mais on peut penser par exemple que des effets, les manifestations comme la difficulté de planification n'est pas forcément lié au traitement et même assez peu probablement lié au traitement. Donc c'est probablement un peu mélangé. En tout cas, ce qui est probablement important là, me semble-t-il, c'est de se dire que, euh, en fait, un certain nombre d'éléments qui sont présents dans des phases qui peuvent apparaître satisfaisants, y compris à votre psychiatre, etc., etc., en fait, sont probablement, on peut s'interroger, et une fois de plus, il n'y a pas de solution miracle, mais si on n'identifie pas le problème, si on pense que ça peut rester comme ça, on ne peut pas envisager d'essayer de modifier les choses et de voir quels efforts spécifiques on peut faire pour faire en sorte que d'un côté, cette phase de timide persiste, hein, parce qu'on a vu l'importance que de maintenir la phase de timide dans le temps, mais de l'autre côté aussi que certaines choses doivent être traitées, comme par exemple les problèmes de sommeil. Émilie, tu as des questions? Euh, oui, alors j'attends juste de voir si ma vidéo peut être redémarrée. Oui, donc on a une personne qui pose une remarque plutôt en disant difficulté de qualité de sommeil quand on cumule l'apnée du sommeil malgré l'appareillage difficile à maîtriser. Ah oui, ça c'est un. Alors, donc, enfin, il y a deux choses là, dans ce qui est dit. L'identification de l'apnée du sommeil et la nécessité de la prise en charge, elle est très importante parce que ça peut véritablement par soi-même
avoir un effet sur beaucoup de manifestations qui sont de ce registre de symptômes résiduels, à la fois sur les symptômes dépressifs ou en tout cas sur les aspects de ralentissement, sentiment de fatigue, etc. Après, le deuxième aspect, c'est que effectivement, l'habituation à l'appareillage est parfois compliquée. Alors, certaines personnes s'habituent très bien, mais la majorité quand même décrit des difficultés. Enfin, moi, ce que je dirais, hein, c'est que je ne peux que vous encourager enfin, à essayer d'utiliser les appareillages et de persister, même si je sais que c'est loin d'être quelque chose de facile pour certaines personnes qui supportent mal, et puis c'est effectivement pas très plaisant, mais c'est quand même authentiquement quelque chose qui peut avoir un effet qui me fait dire que le jeu en vaut la chandelle. Voilà ce que je peux dire. Après, euh, les appareils ont beau s'être beaucoup améliorés au cours des 7-8 dernières années, ça reste quand même des dispositifs qui sont tout sauf agréables, quoi. Ça, c'est sûr. Mais j'insiste là-dessus, enfin, quand c'est possible, le jeu en vaut vraiment la chandelle quand même. Mhm. Merci. Il y a une question sur quels sont les traitements préconisés vis-à-vis des troubles résiduels, notamment vis-à-vis de patients ayant allégé, voire auraient fait une pause dans leur traitement. Ben, en fait, enfin voilà, donc là, ça pose une double question, c'est-à-dire faire une pause ou alléger le traitement. Moi, à mon avis, enfin, je veux dire, il y a pas de fatalité à dire il faut prendre le traitement tout le temps et il faut jamais l'arrêter, mais en même temps, ça dépend comment on a arrêté le traitement. Ma recommandation, ça serait de dire, bah, il faut en discuter avec votre médecin et puis voir un peu, parce que en fait, si vous avez un seul traitement, plusieurs traitements, enfin, il y a plein de situations et donc alléger le traitement, c'est quelque chose qui doit se faire d'une façon organisée et concertée. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, il y a des médecins qui aiment pas trop discuter de ce genre de choses. Je pense qu'il faut essayer de les convaincre parce que moi, je pense qu'on peut discuter de ça et voilà. Par contre, ce qui est dit également, c'est que forcément, bah, ça justifie d'être très attentif à ces symptômes qui persistent parce que dans ce cas-là, ça veut peut-être dire que l'allègement était trop important ou l'arrêt était peut-être pas pertinent parce que, en fait, une fois de plus, l'enjeu, c'est de se dire, je l'ai dit et répété, hein, je peux pas vous dire, ah oui, mais il y a un traitement miracle qui fait que tout ça va disparaître, mais on voit que ces symptômes résiduels, moi, ce que je pense qui est important, c'est que tant les médecins que les gens qui souffrent du trouble euh, identifient le fait qu'en fait, il y a quand même des choses sur lesquelles qu'il faut surveiller et s'interroger là-dessus et voir si on essaie de faire quelque chose. Et par exemple, quand on a allégé un traitement, si on a l'impression que persistent des symptômes dépressifs, même s'ils ne sont pas très intenses, la question de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que ça a des conséquences fonctionnelles, comme on l'a évoqué? Est-ce que c'est associé à des problèmes de sommeil, par exemple? Est-ce que c'est associé à un sentiment de difficulté, de ralentissement, je ne sais pas quoi? Enfin, toutes ces questions-là, elles sont importantes de manière à savoir si ça vaut le coup de rester comme ça ou qu'il faut ou qu'il est nécessaire de réintroduire le traitement. C'est vraiment, à mon avis, des éléments pour nourrir un dialogue, pour essayer de trouver ce qui est le plus ajusté, adapté à la personne bah, justement, qui souffre du trouble. Merci. Yann nous dit comment faire prendre conscience à son psychiatre que ces éléments peuvent être problématiques et que lui les considère comme anodines. C'est vrai que c'est un problème. Bah, c'est pas facile, hein, parce qu'effectivement, enfin, si on travaille dessus, c'est qu'on pense que on les considère pas assez et qu'en fait, et quand on regarde de près, on se rend compte de ça, hein. C'est ce que j'essaie de partager avec vous. C'est-à-dire, on peut dire, ah ben, le thymier est atteint, puis basta, quoi. À mon avis, voilà, donc je pense qu'il faut, bah, dans la relation que vous avez avec le psychiatre, pouvoir bah, lui expliquer bah, que vous avez entendu ça, qu'est-ce qu'il en pense, etc., de manière à ce que, quand même, je veux dire, ça soit pris en compte. Je veux dire, c'est vraiment une question importante. Les problèmes de sommeil, c'est un truc hyper compliqué à régler, hein. Je veux dire, si c'était facile de prendre en compte les problèmes de sommeil, mais en tout cas, si on les identifie même pas, on risque pas de les régler, quoi.
Donc, à mon avis, par exemple, hein. Et la réactivité émotionnelle, c'est aussi parfois, bah, les psychiatres ne posent pas la question. Et en fait, et puis quand on souffre du trouble, on ne pense pas en parler en disant, et ça, c'est aussi important de pouvoir dire, mais ça, j'ai de la difficulté, enfin, j'ai l'impression de ne pas ressentir d'émotion dans des choses qui avant m'entraînaient des émotions. Et c'est quelque chose qui me gêne, qui m'est pénible, etc. Et de manière à essayer d'exprimer ça de la manière la plus précise possible pour que ça puisse être pris en compte. Voilà. Et après, par exemple, dans la logique de questions autour du traitement, de l'ajustement de traitement, etc., ben ces éléments-là sont cruciaux pour savoir comment ajuster le traitement. Mhm. Et Marc nous demande, avec pas mal de troubles résiduels, dont un mauvais sommeil, ces troubles me semblent être générateurs de dépression locale une semaine. Pouvez-vous commenter? Merci. De dépression locale une semaine, je n'ai pas compris ce que ça Non, signifiait. ça doit être une dépression temporaire ou une rechute temporaire. D'accord, ouais. Oui, oui, bah c'est ce que je disais, hein, c'est ce que j'ai montré, ce qu'on a montré dans les différents travaux. C'est effectivement ce problème de sommeil favorise les symptômes dépressifs. Et en fait, c'est vraiment un problème important. Donc, ça veut dire, bah, je veux dire, voir toutes les stratégies d'hygiène du sommeil, voir éventuellement ponctuellement sur les phases séquentielles d'avoir des traitements hypnotiques, voir si c'est un problème de sommeil, un problème de rythme. Enfin, vraiment, voir s'il n'y a pas une apnée du sommeil qui peut entraîner des perturbations du rythme du sommeil, etc. Enfin, c'est vraiment. Alors, les ressources pour aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le sommeil, c'est pas, il y a pas des ressources partout, hein, donc ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est vraiment l'exprimer précisément et les décrire. C'est important de pouvoir. Si votre médecin ne vous pose pas la question, c'est important que vous puissiez lui décrire de manière le plus précisément possible de ce que ça introduit pour essayer de voir. Il ne va pas vous dire, tiens, j'ai une baguette magique pour faire ça, mais en même temps, essayer de voir comment, en identifiant ça, quelles modalités peut-être, peuvent être mises en, modalités peuvent être mises en œuvre pour améliorer ça. Mhm. Andine, Il y avait, attendez, je retrouve Patricia qui demandait s'il était recommandé de faire une évaluation du sommeil, même si le psychiatre ne l'évoque pas. Ah, enfin, si vous ressentez, c'est toujours pareil, hein, si vous avez l'impression que votre sommeil, enfin, vous dormez, je sais pas, 8 heures par nuit, que vous n'avez jamais de problème particulier, etc., et que vous vous sentez reposé, il y a pas besoin. Mais si vous décrivez des difficultés d'endormissement, des réveils qui sont plus fréquents, le sentiment d'être fatigué le matin, des moments d'endormissement dans la journée, etc., même de courte durée, oui, ça vaut le coup de faire une évaluation du sommeil, oui. Oui, oui, Mhm. il y a un développement de plus en plus de la médecine du sommeil, mais ça reste encore insuffisamment développé. Il y a des formations spécifiques maintenant dans le cursus des médecins, à la fois des internes, ce qu'on appelle des formations supplémentaires, les FST, et en fait, justement sur le sommeil, et je pense que ça se développe, mais ça reste insuffisamment connu et développé, et je pense que ça vaut le coup, oui. Mhm. Merci. Sophie nous demande, votre propos me semble une évidence. Je le vis clairement en tant que patiente, avec une longue période de stabilité, mais beaucoup d'effets cognitifs, hyper ou hyposensibilité. Est-il du coup une information nouvelle pour les médecins? Cette prise de conscience est-elle récente ou largement partagée? La visiblement. prise de conscience n'est pas récente, mais pas, enfin, ça dépend ce qu'on entend par récent, mais en tout cas, l'exploration de ces symptômes résiduels, c'est les 15 dernières années, vraiment, où on est rentré dans les détails. Elle est partagée le mieux qu'on peut, mais insuffisamment, probablement appréhendée par beaucoup de médecins. Donc, je pense, enfin, un des éléments de mon propos, c'est aussi que, voilà, vous l'identifiez très bien, c'est important aussi de pouvoir partager ça avec votre médecin en disant bah, ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et donc, effectivement, il n'en a pas forcément la connaissance, la conscience, et il n'y a pas
il n'y a pas de stratégie par rapport à ça spécifique, mais en tout cas, il peut y avoir une succession de... Il n'y a pas un remède à tout. En tout cas, par exemple, enfin, s'interroger sur les traitements employés, s'interroger sur, par exemple, l'hygiène du sommeil, s'interroger sur la manière de gérer les émotions, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des stratégies ensuite qui existent. Donc, je pense que ça vaut le coup. Donc, l'information est relativement récente et, pas, et partagée, mais partagée. Elle est insuffisamment partagée, pour répondre précisément. Une question de Tasnim. Quelle est la limite pour vérifier qu'il s'agit d'eutynie? C'est vrai qu'on peut se poser la question. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'imagine La limite, c'est-à-dire. aux symptômes résiduels, est-ce que c'est vraiment une eutémie ou pas quand on a beaucoup de symptômes? Alors, Moi, j'ai compris ça. oui, oui, donc, ben, écoutez, en fait, ce que je dis, on a des sortes de critères, c'est-à-dire que quand le niveau d'intensité des symptômes et de leur présence est pas prêt, et on a des critères avec des échelles, donc c'est pas facile à décrire, mais c'est quand vous avez, dans un état dépressif, par exemple, vous avez une association de manifestations. Alors, par exemple, vous vous sentez triste, vous avez de la difficulté à éprouver du plaisir dans des activités habituelles, vous avez des difficultés de sommeil, vous mangez pas très bien, et puis vous avez tendance à être parfois, avoir des idées morbides parfois. Ça, c'est les critères d'un épisode dépressif, hein, que je viens d'énumérer, en fait, qui peuvent se combiner différemment avec d'autres, etc. Mais là, c'était juste pour énumérer. Donc ça, c'est l'épisode classique. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, vous avez une diminution de l'intensité de ces symptômes, et puis avec certains qui disparaissent. Donc, par exemple, vous vous sentez un peu triste, mais je veux dire, il y a des moments où vous arrivez à penser à autre chose et à avoir des moments agréables. Vous arrivez à reprendre votre activité, je veux dire, avec moins de, je veux dire, en éprouvant du plaisir pour faire des activités que vous aimez bien faire, de loisirs, etc. Et puis, vous pensez plus du tout à des pensées morbides, et puis vous avez meilleur appétit, et puis voilà. Donc en fait, l'aspect symptômes résiduels, c'est on voit bien que tous ces symptômes diminuent, certaines disparaissent, puis diminuent l'intensité. Le moment où il y a vraiment un différentiel, c'est le moment où vraiment il y a une souffrance importante et une incapacité à faire les choses. Il y a vraiment une rupture par rapport à ce qu'on est capable de faire. Le reste du temps, on a une intensité symptomatique qui est moindre, mais on voit bien que la persistance de ces petits symptômes, c'est surtout leur persistance dans le temps qui est problématique. Les symptômes résiduels, c'est quelque chose qui persiste. On peut tous avoir des moments, indépendamment d'une dépression, où on se sent un peu triste et un peu comme ça. Ça dure 2, 3 jours, puis après ça disparaît. Et en fait, c'est une réaction émotionnelle, hein, et je veux dire, qui est pénible, mais qui n'est pas une maladie. C'est le maintien dans le temps et la perte de la capacité de modulation qui témoigne de la maladie. Et les symptômes résiduels, c'est une modulation qui n'est pas complètement retrouvée et la persistance dans le temps, malgré tout, alors que normalement, ça ne devrait pas durer autant que ça dure. Mhm. Voilà comment on peut définir. Après, il y a des critères, comme j'ai dit, opérationnels dans les protocoles de recherche, mais c'est une autre histoire. Enfin, je veux dire, si je les décris, on n'utilise pas les outils qu'on utilise en recherche dans la vie quotidienne. Mhm. Donc là, Alors, j'essaie de traduire ça d'une façon, on va dire, un peu plus alors justement, correspondante. il y a Pardon. Nelly qui pose une question. Quelles peuvent être les stratégies thérapeutiques pour ces symptômes résiduels? Ça dépend ça dépend des symptômes résiduels, mais par exemple, les difficultés cognitives. En fait, il y a quand même maintenant, existe des outils de remédiation cognitive qui sont banalement, hein, assez simplement, des outils d'entraînement, je veux dire, sur les capacités d'attention, de concentration, de traitement de l'information, etc. Et en fait, il y a des outils qui ont été développés, dont certains sont utilisables, qui sont des outils, par exemple, numériques. Vous faites des exercices sur votre téléphone, etc. Et en fait, qui vous permettent d'améliorer ces éléments-là, parce que c'est un banal, enfin banal, bien que ça soit spécifique, mais c'est un entraînement à un certain nombre de difficultés qu'on ressent et sans savoir comment faire. Par exemple,
Pour le sommeil, c'est la même chose. C'est toutes les stratégies d'hygiène du sommeil où en fait, il y a plein de recommandations qu'on peut faire par rapport au sommeil. Par exemple, dormir dans une pièce noire, pas trop chauffée, ne pas boire de café l'après-midi, ne pas faire d'exercice le soir. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des recommandations assez ordinaires, mais qui modifient parfois la qualité du sommeil, par exemple. Mm. Et en fait, il n'y a pas un truc qu'on va mettre en œuvre, un médicament miracle, une stratégie miracle qui va modifier tous les symptômes résiduels, parce qu'on voit que c'est une sorte de myriade de symptômes. Mais c'est arriver à identifier, puis arriver à voir comment mettre en œuvre des choses. Et ça, c'est à la fois vous arriver à l'exprimer, puis effectivement, c'est le boulot du psychiatre d'essayer de traiter les choses l'une après l'autre. Et c'est vrai que ça demande. C'est tout le piège, entre guillemets, je ne sais pas si le terme piège est le bon, mais quand on suit les gens au long cours, comment dire, on perd un peu d'attention. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va bien, puis ça va bien, quoi. Et en fait, malgré tout, et c'est vous qui vivez ça, il y a une importance à rappeler que ça va bien, mais des fois, hum, il y a des choses qui pourraient aller mieux. Donc, ça ne veut pas dire que ça va pas bien, mais il y a des choses qui pourraient aller mieux, et au total, ça pourrait avoir un effet, entre guillemets, boule de neige. Mhm. Bah, Je ne sais pas si peut-être c'est qu'on clair ce que va je raconte. passer à la suite. Non, moi, Oui. t'as vu Mm. encore une question? On va peut-être passer à la suite, Oui, monsieur. on va Allons-y. passer à la suite, je Parce pense. on a vraiment beaucoup de questions, hein, pardon. Oui. Mm. Ok. Non, mais enfin, si vous voulez, on peut continuer les questions là-dessus et puis on pourra refaire un autre jour les comités psychiatriques, hein, si Ah vous voulez. non, Moi, non, j'ai... non, 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 je pense non, qu'il y a des non. personnes qui sont là pour les Non, 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 comorbidités. non, mais c'est pas, je sais pas, c'est vous qui êtes. Donc, je continue. Oui. merci. Merci beaucoup. Alors, simplement pour les comorbidités psychiatriques, donc là c'est des chiffres un petit peu, tout ce qu'on peut dire, mais je vais revenir un peu sur tout ça, hein. Et de toute façon, comme je l'ai dit, j'ai envoyé le diaporama, donc si vous voulez le diffuser, n'hésitez pas. En fait, globalement, tout ce qu'on voit sur je vais me focaliser sur certaines de ces comorbidités, mais tout ce qu'on voit sur ces comorbidités, c'est qu'elles sont extrêmement fréquentes. Troubles anxieux, 50% des patients bipolaires, troubles à l'usage de substances, 60%, troubles des conduites alimentaires, 15 à 20%, troubles du stress post-traumatique, 25%, troubles de personnalité limite, 20%. Alors, c'est des chiffres génériques qui sont simplement destinés dans ce cas-là, mais je vais revenir dans les détails, qui sont destinés à souligner l'importance que ça présente. Alors, ce schéma est assez intéressant parce qu'il montre quelque chose. Alors, on voit donc, vous voyez, troubles bipolaires 100%, c'est-à-dire c'est des patients qui ont des troubles bipolaires, donc tous, puisque ils sont observés. Et en fait, on voit l'âge moyen de survenue de ces troubles bipolaires. Et vous voyez que, en fait, pardon, de tous les troubles qui sont comorbides. Et puis, les pourcentages qu'il y a, c'est le pourcentage de survenue. Donc, vous voyez, tout ce qui est vert, c'est les troubles anxieux. Tout ce qui est gris, c'est donc les troubles des conduites. Il y a les tentatives de suicide en orange. Et puis, en bleu, vous avez les troubles liés à l'usage de substances. Donc vous voyez que en fait, souvent quand on regarde donc, comment c'est fait, comment a été fait, ont été faits ces chiffres-là, c'est en prenant souvent des données rétrospectives et prospectives de patients qui ont des troubles bipolaires et pour lesquels on recherche l'existence de troubles associés, donc comorbides, et en fait dont on voit qu'est-ce qui survient d'abord. Et donc, on voit quand même que souvent, la majorité des troubles, à part l'agoraphobie et les tentatives de suicide, sont tous des troubles qui ont commencé avant. Ça veut dire quoi? C'est un élément important parce que parfois, ça peut être des troubles qui ont commencé avant mais qui n'ont pas été identifiés. Ça, c'est le premier élément. Et puis, ça peut être des troubles, enfin, donc, qui n'ont pas été identifiés à ce moment-là, mais ça peut être des troubles aussi pour lesquels, quand les sujets consultent pour un trouble bipolaire, en fait, il n'y a pas forcément euh,
vu l'intensité que peut avoir la symptomatologie de trouble bipolaire, il n'y a pas forcément de... C'est pas facile de... Enfin, on n'interroge pas forcément sur l'ensemble des manifestations. Et en fait, on passe parfois à côté parce que on n'a pas cherché à identifier, on s'occupe du trouble bipolaire, on ne s'occupe pas du reste. Or, en fait, comme on va le voir, il y a quand même des conséquences quand il y a ces troubles comorbides sur la gravité et l'évolutivité du trouble bipolaire. Vous voyez, et donc on voit quand même que ces troubles peuvent commencer très précocement, hein, puisque l'âge médian, pardon, de survenue, c'est donc chez les sujets qui étaient bipolaires pour lesquels on identifie d'autres troubles, on voit que des âges médians de survenue qui sont relativement jeunes, puis ça commence vers 15 ans. Probablement qu'il y a des manifestations qui commencent avant, mais sur lesquelles on n'identifie pas. Donc, en fait, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est dans cette analyse-là, en fait, c'est voir qu'est-ce qui était le plus fréquemment associé. Alors, ça ne veut pas dire que les autres comorbidités ne sont pas présentes, mais en fonction de la typologie, mais aussi du genre. Et on voit que, ben, en fait, les troubles liés à l'usage de substances, alcool et cannabis sont très plus fréquents, enfin, sont ceux qui sont les plus fréquents et statistiquement les plus fréquents chez les bipolaires de type 1. Chez les bipolaires de type 2, c'est l'agoraphobie. Et puis, vous voyez, ben, les hommes ont plus de mésusage d'alcool et de cannabis, et les femmes plus toutes ces manifestations, les différentes manifestations anxieuses, troubles paniques, agoraphobie, phobie spécifique, les troubles de conduite alimentaire et puis les tentatives de suicide. Donc en fait, c'est c'est important, enfin ces éléments-là, la description à la fois de la chronologie, puis à la fois des populations chez lesquelles il y a plus de troubles comorbides, c'est important pour deux raisons, c'est-à-dire qu'à la fois, ben, en fait, la recherche systématique est importante pour pouvoir prendre en charge et que ça soit pas quelque chose qui passe à côté duquel, un trouble à côté duquel on passe, premier élément. Et puis, deuxième élément, c'est qu'effectivement, bah, en fait, il y a la question qui se pose, parce que quand je reviens là, au précédent, bah, en fait, lorsqu'on a un certain nombre de troubles, la question peut se poser, je veux dire, avec des arguments de fréquence. Hein. Vous voyez, mes usages d'alcool, à 20 ans, il y a, ça représente 24% des gens qui ont un trouble bipolaire qui présenteront ce mésusage d'alcool, trouble lié à l'usage d'alcool. Et en fait, ça veut dire quand même que si ça apparaît avant, le questionnement de l'existence de troubles bipolaires face à ces troubles-là, ce qui est vraiment quelque chose qui commence à être mieux connu dans la prise en charge des patients ayant ce type de troubles, en fait, il y a un élément important parce que cette chronologie identifiée bah, justifie des stratégies d'intervention. Alors, si on regarde la comorbidité addictive, hein, donc on voit bien que les plus fréquents, on l'a vu, hein, donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. C'est consommation d'alcool, consommation de cannabis, hein, consommation d'alcool largement plus, parce que il faut jamais perdre de vue que bah, l'alcool, c'est une substance psychoactive qui est légale, le cannabis ne l'est pas, et même si c'est beaucoup, hein, le taux de 20%, il est probablement un peu sous-estimé. Et en fait, en tout cas, c'est vrai que la consommation d'alcool, et en France notamment, reste un problème important. Les hommes, on l'a vu, et donc on voit donc un élément important, c'est que lorsqu'on a les éléments comorbides, donc la comorbidité addiction, enfin trouble lié à l'usage de substances, c'est comme ça qu'on dit, trouble bipolaire, et ben en fait, on a souvent une apparition plus précoce du trouble bipolaire. Donc en fait, ça c'est une vraie question, hein, c'est-à-dire est-ce que euh, c'est le trouble bipolaire qui est associé à ces comportements de mésusage, avec des modifications de la réactivité émotionnelle, par exemple, qui peut entraîner des comportements des conduites de consommation, ou est-ce que c'est les conduites de consommation qui, par les modifications que ça induit, favorisent enfin, la décompensation du trouble bipolaire? C'est des vraies questions sur lesquelles on n'a pas de réponse, mais en tout cas qui sont des questions d'intérêt. Donc ça, on voit ces éléments-là. Et simplement pour montrer ça, hein, ça c'est un papier donc américain, et on voit donc c'est pas des données américaines, hein. C'est fait par des Américains, mais ça prend des études de la population générale dans différents pays, et en fait on voit globalement, alors
on voit quand même que, bien sûr, les populations cliniques, c'est-à-dire identifiées dans des structures de soins, ben, ont une prévalence plus élevée. Et par contre, les sujets qui sont vivent en population générale, qui ne sont pas soignés dans les structures spécialisées, donc c'est la manière dont on fait les études, ben, c'est un peu moins fréquent. Et on voit bon, le cannabis qui domine avec quand même la cocaïne. Alors, c'est 2016 ce papier. Alors, il faut savoir que le marché des drogues évolue tout le temps. Il y a tout le temps de nouvelles drogues qui sortent et des modalités de consommation qui varient parce que les gens qui vendent de la drogue utilisent ce qu'on peut appeler des vraies stratégies commerciales, malheureusement, et qui répondent à ça. Donc, on a quand même des prévalences qui sont extrêmement élevées de ces différentes consommations. Alors, simplement la conséquence, ben, en fait, les bipolaires 1 et 2 consomment à peu près pareil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails j'avais dit, hein, je ne rentrerai pas dans les détails de ces tableaux, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe là. Et puis, deuxièmement, ben, ce qui est assez normal, mais de manière très significative, tous les troubles liés à l'usage de substances sont associés à une plus grande conséquence en termes d'hospitalisation. Donc en fait, c'est important parce que on a vraiment quelque chose qui est extrêmement fréquent avec il n'y a pas une différence marquée en termes de fréquence entre bipolaire de type 1 et bipolaire de type 2 et des risques d'hospitalisation plus importants. Donc c'est un enjeu qui paraît évident quand on en souffre, mais qui, à mon avis, est insuffisamment pris en compte, hein, et à mon avis, nécessite une attention et les stratégies, on reste souvent quand même encore, et on l'a vu, hein, sur un déficit d'exploration par exemple, des fluctuations thymiques chez des sujets qui présentent un trouble lié à l'usage de l'alcool à 20 ans, avec des alcoolisations aiguës, etc., etc. En fait, chez lesquels il est très important, et c'est un message qu'on essaie de passer, de pouvoir évoquer la bipolarité, justement pour l'évaluer, parce que parfois ça se déclenche qu'après. En tout cas, il y a vraiment une réflexion importante à avoir pour essayer justement de limiter les risques, enfin, de prévenir autant que faire se peut, en tout cas avoir une stratégie de surveillance importante par rapport à cela. Il y a des stratégies thérapeutiques qui ont été évoquées, par exemple la notion du valproate, hein, je veux dire, qu'on associerait au lithium. Ça, c'est dans les recommandations canadienne, hein, de la CanMat, donc canadienne par rapport à cela, mais avec des résultats qui ne sont pas extraordinaires sur la consommation de cannabis et de cocaïne. Et là, simplement, j'ai trouvé ça dans un article récent, quelques éléments, mais c'est simplement pour montrer que, ben, effectivement, chez les patients souffrant de troubles bipolaires, c'est ce qu'on voit en bas, parce que j'ai mis en jaune, alors je ne vais pas détailler, mais en fait, effectivement, le lithium semble avoir un intérêt pour diminuer, alors bien sûr comme normothymique, mais aussi pour diminuer les consommations de cannabis. La gabapentine, le Norontin aurait également une diminution enfin un intérêt pour la diminution de la consommation et en tout cas de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire la volonté de rechercher les amphétamines. Et puis donc la quétiapine ou la risperidone pour avoir un intérêt par rapport à la cocaïne, de même que la lamotrigine, même si le résultat n'est pas tout à fait extraordinaire. Alors, il y a un truc, c'est anecdotique, mais en fait, c'est des travaux, c'est juste pour vous montrer les travaux. La citicoline, qui est la neurotidine, c'est comme ça que ça s'appelle en France. En fait, c'est un produit alimentaire et qui n'est pas vendu sur ordonnance, mais qui aurait un intérêt sur la pression intraoculaire et par un mécanisme d'action dans lequel je ne vais pas rentrer parce que c'est assez compliqué, en fait, pourrait, alors c'est pour ça que les gens l'ont testé, pour voir si c'était intéressant par rapport à chez les patients qui consomment de la cocaïne, qui ont un trouble lié à l'usage de cocaïne et qui présentent un trouble bipolaire, et donc avec des résultats qui sont un peu anecdotiques, c'est des toutes petites études mais qui semble malgré tout montrer une sorte de signal. Donc, c'est peut-être une hypothèse. Donc, on voit quand même que c'est un sujet d'intérêt, d'importance dans le repérage, dans la manière dont on monte des stratégies, mais avec des tentatives de traitement. Alors, traitement simple, puisque c'est qu'est-ce qu'on utilise préférentiellement, comme par exemple le lithium, par rapport quand il y a un trouble lié à l'usage de cannabis avec un trouble bipolaire, il y a probablement un intérêt à l'utilisation du lithium, et puis d'autres stratégies un petit peu plus
en cours de développement sur lesquels il faut attendre d'avoir plus de travaux pour pouvoir les considérer comme utilisables. Donc voilà, donc ces éléments-là. Et puis un élément qui est souligné, hein, mais qui est vraiment un élément important, c'est la nécessité de prise en charge coordonnée, puisqu'en fait, bon, alors ça s'améliore un peu hein, en France dans la coordination des prises en charge entre psychiatres et addictologues. Ça dépend des endroits, ça dépend des trucs. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts de fait, donc bon, il faut le noter. Mais pour autant, il reste un peu de marge on peut améliorer un peu plus que ça. Et probablement, c'est un enjeu de l'organisation de la prise en charge qui est important. Alors, une question qui est très importante parce que souvent posée par rapport aux aspects diagnostiques, la comorbidité, troubles de la personnalité borderline et troubles bipolaires. Et donc, en fait, ça, c'est un papier qui essayait d'évaluer justement la prévalence respective. Et donc, vous voyez que le trouble de la personnalité borderline, dans une population de patients atteints de bipolaire, ben, en fait, on avait une prévalence qui était de l'ordre de 21% et qui est plus importante chez les bipolaires de type 2. Donc, en fait, de 37%. Et donc, avec vraiment un élément important. Alors que lorsqu'on regarde une population de sujets atteints de personnalité borderline, on a une prévalence dans cette population-là du trouble bipolaire de 20%. Donc ça veut dire que c'est une comorbidité qui est quand même extrêmement fréquente et avec des questions autour de l'identification et des manières d'identifier ces stratégies. Ça, c'est les schémas qui illustrent ce que je viens de dire. Je ne vais pas détailler, pardon. Mais donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui est, comme je le dis, fréquent, hein, mais en fait, qui est probablement insuffisamment identifié et avec vraiment des questions sur les stratégies de prise en charge, en sachant qu'il y a quand même, là, vous voyez, si j'ai montré ça, c'est un papier c'est dans un papier anglo-saxon qui est assez ancien, mais en fait, il y a des stratégies qui se développent, qui sont développées maintenant avec un bon niveau de preuve, qui restent insuffisamment diffusées en France dans le trouble bipolaire et dans la personnalité borderline de prise en charge, de TCC, de thérapie interpersonnelle, mais aussi thérapie dialectique, hein, et en fait, que je cite parce que en fait, il y a vraiment donc là, ça reste encore, on est loin d'avoir un annuaire pour connaître les gens qui peuvent faire spécifiquement des prises en charge de ce type-là. Mais il y a quand même des stratégies, ça se développe de plus en plus sur la personnalité borderline et la prise en charge conjointe avec le trouble bipolaire. Et à mon avis, il y a vraiment des enjeux parce que probablement il faut vraiment pousser, il y a probablement des choses à pouvoir développer dans ce champ-là. Alors, les comorbidités sur l'évolutivité, je l'ai déjà dit, hein, donc ça, c'était une étude hein, qu'on avait pu faire hein, sur les caractéristiques avec Bruno Etin, donc, pour prédire le délai avant le premier épisode. Et, et donc, en fait, eh ben, quand on a l'idée, c'était de prévenir la présence des récurrences hein, par rapport aux comorbidités. Et simplement pour vous montrer, ben, en fait, on retrouvait par exemple les troubles anxieux dans les troubles bipolaires de type 1 qui favorisent la survenue des comorbidités. Et deuxièmement, donc là, c'est ce qu'on voit là, tout ce qui peut être, hein, ce que j'ai mis en jaune, les troubles anxieux et l'abus de substances, ben, en fait, ça favorise, ça augmente de manière importante, enfin, ça diminue de manière importante le délai avant la première récurrence, donc ça augmente l'évolutivité du trouble. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière dont on a enfin, du calcul qu'on a fait, mais c'est important de voir que, en fait, ces comorbidités, et donc qui peuvent être prises en charge, pour lesquelles on peut avoir des traitements spécifiques, pharmacologiques, psychothérapiques, en fait, sont des éléments qui ont un impact sur l'évolutivité du trouble bipolaire. Alors, je vais finir par ça, qui est un travail qui est assez intéressant sur la notion de traumatisme infantile et en fait avec les travaux qui ont été menés parce que
ça montre des facteurs qui sont des facteurs qui favorisent la survenue ultérieure de pathologies comorbides chez les sujets qui présentent un trouble bipolaire. En fait, c'est pareil, un travail qui a été fait toujours sur la cohorte fondamentale. Et en fait, on étudie les traumatismes infantiles et les éléments de maltraitance avec une auto-évaluation. Donc, c'est quelque chose de rétrospectif avec forcément un biais de remémoration et essayer de voir quels sont les liens entre l'existence de ces antécédents-là et la survenue de comorbidité chez les patients qui ont un trouble bipolaire. Et donc, on voit dans ce cas-là qu'il y a un nombre élevé de comorbidités chez les patients dans le groupe de patients de 3000, plus de 3000 patients qui ont été évalués. Et puis, on a des niveaux divers, mais assez élevés de maltraitance. Et donc, en fait, c'est simplement, vous voyez les différents euh, les différentes pathologies et on voit un niveau qui est très significatif de l'existence de différentes maltraitances infantiles, enfin de traumatismes infantiles liés à des abus émotionnels, des abus physiques, voire des abus sexuels. Et en fait, plus donc en fait, il y a une répartition euh, du traumatisme par rapport à l'apparition de la maladie, mais vous voyez que ces traumatismes-là sont fortement significatifs pour l'apparition des différents troubles. Et bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc, en fait, simplement, on a fait une analyse pour montrer que, vous voyez, il y a une relation très forte entre les traumatismes émotionnels, ce qui est en bleu, les traumatismes physiques ressentis, ainsi que les abus sexuels, et les conséquences en termes de symptômes, bien sûr, des stress post-traumatiques, bien sûr, des manifestations d'anxiété généralisée, c'est le plus important, des épisodes dépressifs, des troubles social compulsifs, des manifestations de panique, les consommations de substances, alcool et cannabis, et les tentatives de suicide. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais ce que ça veut dire là, c'est que en fait, ce qu'on a pu identifier dans cette population, c'est que l'existence de ces phénomènes de maltraitance lors de l'enfance, des traumatismes infantiles liés à des maltraitances, qui sont mais la maltraitance pouvant être physique, mais aussi émotionnelle, hein, en fait, a des conséquences sur l'apparition d'un certain nombre de symptômes et de troubles comorbides qui auront des conséquences sur l'évolution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que c'est un élément d'exploration importante. Bien sûr, la prévention, c'est la prévention des maltraitances, ce qui est un vaste sujet sur lequel je vais pas m'étendre, mais aussi la nécessité de dépistage, parce qu'on a vraiment un facteur de vulnérabilité important et avec vraiment une question sur comment on peut mettre en place des stratégies d'intervention, et notamment psychothérapie, qui prennent en compte cette notion de traumatisme vécu par rapport aux risques ultérieurs et donc aux épisodes ultérieurs qui sont ressentis, enfin vécus, pardon, et donc qui, dans cette population de patients bipolaires, ont des conséquences sur l'évolutivité de la maladie. Donc on voit bien que c'est un facteur de vulnérabilité. Alors les traumatismes infantiles sont toujours un facteur de vulnérabilité. C'est quelque chose qui a été étudié et qu'on sait, mais c'est un élément probablement dont l'exploration peut être absolument indispensable pour comprendre la dynamique d'évolution du patient qui a un trouble bipolaire et puis la nécessité d'identifier les troubles comorbides parce que les troubles comorbides, on peut développer des stratégies spécifiques pour chacun de ces troubles, pharmacologiques ou psychothérapiques, ou les deux. Et en fait, c'est très important pour éviter les conséquences évolutives. Voilà ce que j'avais à vous dire de manière un petit peu globale je vais arrêter le partage pour être en plein écran, c'est mieux. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux comorbidités dans le trouble divers et variés, psychiatriques dans le trouble bipolaire. Alors, c'est extrêmement intéressant, monsieur, ce que vous venez de nous dire là. Enfin, bon, on est enfin, on n'est pas tous très familiers des comorbidités psychiatriques. On va donc vous dire les questions qu'ils posent. Est-ce que vous en avez repéré? Moi, j'ai une Moi, question. j'ai une question d'Annette qu'on avait reçue sur notre site internet. Le trouble de personnalité sensitive ou paranoïa sensitive est-il une comorbidité du trouble bipolaire?
Alors, trouble de personnalité type sensitive, c'est une classification qu'on n'utilise plus, en fait, donc c'est ce qui rend difficile d'avoir des données très précises là-dessus. Et en fait, c'est pas un élément très... en tout cas, c'est toujours pareil. Un trouble bipolaire peut être comorbide de tous les troubles de la personnalité. Après, c'est les arguments de fréquence dont je parlais là qui font que c'est plus fréquent puisqu'en fait, un trouble bipolaire peut se développer chez un sujet présentant un trouble de la personnalité, quel qu'il soit. Donc en fait, sur un trouble de la personnalité paranoïaque, on peut présenter un trouble bipolaire par-dessus. Ça donnera une caractéristique d'expression clinique qui sera spécifique de l'individu, mais comme les troubles bipolaires sont différents d'une personne à une autre, même quand on n'a pas un trouble de la personnalité, parce qu'on a simplement une personnalité différente et donc des caractéristiques de personnalité différentes. Donc oui, c'est possible pour répondre à la question, mais il n'y a pas un argument de fréquence qui permettrait de dire que c'est plus fréquent, comme je l'ai montré pour le personnalité borderline, où c'est quand même beaucoup plus fréquent dans la population. Alors, quels sont les liens qui sont entretenus? C'est bien compliqué, hein, je vais pas, j'ai pas formulé l'hypothèse là parce que c'est bien compliqué, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fréquent. D'accord, merci. Alors, vous parliez de l'addiction à l'alcool et au cannabis tout à l'heure. Il y a Catherine qui nous demande, qu'en est-il de l'addiction au tabac? L'addiction au tabac, elle est extrêmement fréquente aussi, mais en fait, quand on l'identifie là, dans les différentes études que j'ai montrées, on identifiait l'addiction au tabac est souvent identifiée à part parce que en fait les effets psychoactifs du tabac sont moins, enfin existent, hein, mais sont moins marqués que toutes les autres, on va dire drogues illégales qui existent. L'alcool étant pas une drogue illégale. Donc, en fait, c'est extrêmement fréquent. La comorbidité tabagique dans la population de bipolaire, elle est plus élevée que dans la population générale. Il y a à peu près 30% de la population générale qui fume. Donc, 30%, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. On était à 33% il y a 15 ans ou 18 ans. On est descendu à 30, mais ça reste assez élevé. On n'arrive pas à descendre véritablement. Et en fait, chez les patients souffrant de troubles bipolaires, alors il y a des chiffres qui sont un peu variables, mais on est quasiment à 2 fois plus. Donc en fait, c'est vraiment avec des modalités de consommation qui sont assez particulières souvent. Il y avait des études qui ont été faites qui montraient que, par exemple, il y avait une tendance pour faire simple, à fumer. Il y avait vraiment des études qui ont été faites sur la manière de fumer le tabac. Et donc en fait, chez les patients sur un trouble bipolaire, c'était une étude que j'avais vue qui a une bonne dizaine d'années et qui montrait que les patients fumaient, qui souffraient d'un trouble bipolaire, fumaient de manière plus répétitive des cigarettes, c'est-à-dire de manière proche, hein, en faisant des bouffées beaucoup plus importantes. Et comme on dit, tirer sur leur cigarette de manière beaucoup plus importante par rapport à une population témoin, qui est des trucs comme ça. Et donc avec un niveau d'inhalation plus important. Donc ça, c'était vraiment, alors j'ai pas d'explication à ça, c'était très descriptif, mais avec une modalité de consommation. C'était des patients qui étaient, c'était dans cette étude-là, c'était des patients qui étaient hospitalisés. Donc il peut y avoir le biais de l'hospitalisation. En tout cas, une modalité de consommation, probablement avec, enfin, la conclusion des auteurs de cet article-là, c'est que c'était probablement un peu plus, enfin, une modalité de consommation qui pouvait être potentiellement plus toxique, hein, que la modalité de consommation classique, on va dire, du tabac, par rapport, enfin, voilà ce que je peux dire. Donc, c'est vraiment très fréquent. Euh, Après, juste pour dire, bah, c'est pareil en termes de comorbidité. Arrêter de fumer chez les patients qui ont une comorbidité psychiatrique, qu'elle soit le trouble bipolaire, la schizophrénie, etc. En fait, c'est aussi difficile que chez les patients qui n'ont pas de comorbidité psychiatrique. Et en fait, ça veut dire qu'on peut utiliser des stratégies de sevrage qui fonctionnent aussi bien ou aussi mal, hein, on va dire, parce qu'on peut le voir de deux manières différentes, hein, que dans la population générale. Et il y a souvent une réticence des professionnels à mettre en place des stratégies de sevrage structurées,
ou de consommation contrôlée, je veux dire, alors qu'avec une sorte d'hypothèse que ça pourrait favoriser, enfin que c'est pas possible, que ça rend les gens malades, ce qui est quand même de manière globale, alors ça ne veut pas dire que pas individuellement des gens peuvent pas décompenser, parce que la période de sevrage tabagique est une période où il y a une variation de l'humeur qui est quand même réelle. Mais pour autant, en tout cas, il y a des études qui montrent que les stratégies qui utilisent des substituts nicotiniques, des groupes spécifiques ou d'autres stratégies sont aussi efficaces chez les patients bipolaires que dans la population générale. Mhm. Une Un élément question. important parce qu'en fait, il y a à mon avis, une insuffisance enfin, je pense qu'il y a une insuffisance de prise en charge de ces problématiques-là. Bon, c'est dans la population des patients. Sophie, dans les comorbidités, vous ne citez pas le TDAH. Est-ce une comorbidité faible? En fait, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y a un vrai débat. En fait, probablement non, mais en même temps, donc, il y a un débat récent sur la pertinence est-ce que c'est une comorbidité pas fréquente, pas fréquente? Enfin, en tout cas, globalement, on a une prévalence qui est de l'ordre de 20% hein, des sujets TDAH qui présenteraient un trouble bipolaire. Après, la question qui se pose, c'est qu'il y a des fois des problématiques d'identification. Et voilà, donc non, c'est pas une prévalence faible et c'est une bonne question, j'aurais dû le préciser parce que je l'ai pas, c'est pas dans ce que j'ai montré, parce que ça a été l'objet d'un débat sur la manière dont ça a été identifié, sur les données qu'on a, de leur qualité, etc. Mais effectivement, moi, dans ma pratique, euh, je vois régulièrement des patients ayant. J'avais mis en place une consultation spécifique de TDAH de l'adulte parce que, en fait, euh, avant, jusqu'à récemment, c'était compliqué. Les gens hésitaient à prescrire du méthylphénidate. Et dans les patients que j'ai vus, que j'en ai vu beaucoup au fil des. J'avais mis ça en place il y a presque 20 ans. Et en fait, j'ai vu pas mal de patients ayant des troubles bipolaires et en fait, mais qui n'étaient pas forcément des troubles bipolaires du type 1, plutôt des troubles bipolaires du type 2, comorbides, mais avec tout un tas de difficultés d'identification. Alors, question de Sophie, des abus sexuels dans l'enfance doivent-ils avoir été répétés pour développer des comorbidités? Est-ce qu'il faut qu'il soit répété? Mm. Non, 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 enfin, forcément, quand ils sont répétés, enfin, il n'y a pas une relation directe entre la répétition et le risque, mais en fait, non, enfin, disons, quand ils sont répétés, ça peut être associé à tout un tas d'autres choses, etc., mais il n'y a pas une sorte de relation de corrélation linéaire entre la répétition et le risque, l'élévation du risque. Le risque est élevé à partir du moment où il y a eu abus et le fait que ça soit répété augmente le risque, mais pas de manière linéaire. Et Merci. Patricia demande si la technique de l'EMDR pour guérir les traumas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est une technique qui est, en fait, c'est assez. Alors, moi, je pratique pas le MDR, mais je le prescris parce que j'ai des gens dans mon environnement professionnel qui le pratiquent. Et en fait, j'étais donc moi il n'y a pas beaucoup c'est assez compliqué. Le MDR, il n'y a pas, enfin assez compliqué. Ma position, bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour moi, il y a pas de données. De compréhension de ce que c'est le MDR. Donc au début, j'étais dubitatif, mais il y a quand même un certain nombre de données et moi, j'ai pu avoir non pas moi, mais en adressant des gens qui font de l'EMDR, des patients, une nette amélioration. Donc moi, j'utilise assez fréquemment, je dirais pas systématiquement, mais assez fréquemment dans le cas de trauma, des professionnels qui font de l'EMDR. Et en fait, avec un résultat qui est assez inconstant malgré tout, je sais, ça marche pas pour tout le monde, mais avec parfois des résultats tout à fait remarquable. Donc voilà, donc ma position est d'un point de vue purement scientifique, je reste dubitatif, mais d'un point de vue pragmatique, j'ai confiance en plus dans les praticiens qui font ça dans mon environnement. Donc je sais qu'ils font pas n'importe, enfin je pense qu'ils font pas n'importe quoi, et moi j'espère. Et donc en fait, j'ai tendance à l'utiliser. Mhm. Merci.
question d'un spectateur anonyme. Quels sont les principaux symptômes de la personnalité borderline? C'est donc c'est la tendance à l'impulsivité, l'existence parfois de moments de perte de contact avec la réalité, le sentiment de vide envahissant, la dépendance affective, pour faire simple. Donc c'est vraiment impulsivité, moments psychotiques, sentiment de vide et dépendance affective qui sont les. Il y a d'autres choses, trucs, mais après ça devient une longue liste. Là, c'est vraiment les éléments principaux. Et alors, le problème des troubles de la personnalité, c'est que on peut avoir tous un trouble de personnalité, être impulsif ou être dépendant, effectivement, mais en fait, c'est la conjonction de différents traits qui fait la personnalité pathologique. Ça, c'est le premier élément. Et c'est aussi le maintien dans le temps. C'est que, voilà, donc en fait, c'est important parce que euh, quand on fait des cours aux étudiants sur les troubles de la personnalité, ils se trouvent tous, enfin moi quand j'étais étudiant, c'était pareil, on se trouve tous les troubles, on pense qu'on a toutes les personnalités possibles et imaginables. C'est juste qu'on a des traits de personnalité et qu'en fait on les retrouve. Mais c'est vraiment le caractère, la conjonction de ces traits de personnalité, leur caractère rigide et le fait que ça entraîne des difficultés, on va dire, une souffrance et des difficultés dans la vie sociale. Mhm. C'est un élément important, c'est que c'est quand même les troubles de la personnalité sont associés à la souffrance. Quand on souffre pas, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter, ça veut dire que les processus qu'on a mis en place sont pas rigides au point d'entraîner cette souffrance et donc on n'est pas forcément dans un trouble de la personnalité. Mhm. Est-ce que le psoriasis est considéré comme une comorbidité? Demande Sophie. C'est une comorbidité somatique, oui, mais c'est une maladie somatique, c'est une maladie dermato, avec des connotations, pas des connotations, des liens avec l'état psychologique par rapport au poussé, etc. Mais de facto, c'est une maladie dermatologique. Et donc, j'avais délibérément traité les comorbidités psychiatriques. Mais c'est bien sûr une comorbidité. Et est-ce que c'est fréquent? Il y a des travaux qui ont été menés et je crois qu'il y a une fréquence supérieure à ce qu'on observe dans la population générale. Mais je cite de tête parce que j'ai lu ça. Je connais une équipe qui bosse là-dessus et qui bosse sur un certain nombre de troubles dermato et des troubles psychiatriques. Et si mes souvenirs sont bons, enfin, je vous donne cette information avec honnêtement une petite réserve parce qu'il faudrait que je vérifie. Mhm. Alors Magali pose une question, alors je traduis un petit peu. La question du caractère narcissique ou l'ego surdimensionné, un trouble de la personnalité? Oui, ben, il y a une personnalité, un trouble de la personnalité narcissique, hein, donc ça existe, hein. Et donc avec préoccupation de soi, insensibilité à l'autre, trouble de la relation à l'autre, etc. Donc c'est ça. Il y a des critères diagnostiques. Et effectivement, alors, égocité surdimensionnée, c'est pas un truc, c'est pas une formulation qu'on trouve dans les critères de personnalité. Généralement, la formulation qu'on retrouve dans la personnalité narcissique aussi, c'est la surestimation de soi. Plutôt que égo surdimensionné. C'est comme ça qu'on le formule, hein, si je donne le terme technique, on va dire, qu'on emploie, mais ça fait référence de la même chose. Un Donc oui, c'est un spectateur trouble de la demande. personnalité, c'est un trouble de la personnalité. Et à mon avis, par contre, juste pour revenir à l'aspect, je crois pas qu'il y ait ça ressortait pas particulièrement, je pense pas qu'il y ait une prévalence particulière chez les sujets présentant un trouble bipolaire. Un spectateur anonyme dit que la surdouance serait présente chez 20% des bipolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je sais pas du tout. La surdouance, j'imagine que ça veut dire les gens qu'on appelle Ils sont HPI maintenant, ou un truc surdoués, comme ouais. ça. Mhm. Je sais pas du tout. Sincèrement, je suis vraiment pas sûr. Parce qu'en fait, les données sur ce qu'on appelle les HPI sont assez hétérogènes, on va dire. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué de. Enfin bon, c'est très controversé, hein, parce qu'en fait, on ne sait pas bien comment définir cette. Comment on définit le haut potentiel intellectuel, hein, d'être surdoué, sous-doué. Enfin, c'est vraiment assez compliqué.
Donc, il y a vraiment des problèmes de méthode. Voilà, donc je suis très réservé. Je ne peux pas répondre de manière fiable. Je suis plus réservé là-dessus et je suis réservé sur des statistiques de ce genre-là. Mais une fois de plus, ça ne veut pas dire. Enfin, je pense que on peut avoir un haut potentiel intellectuel et avoir un trouble bipolaire, mais je ne suis pas sûr que ça soit plus fréquent. Je ne suis vraiment pas sûr. Mm. Alors Patrice nous dit, j'arrive avec un trouble, je repars avec plusieurs. Désolé. Je vous assure, j'y suis pour rien. Je ne vous ai pas examiné, donc peut-être pas. Peut-être vous croyez que vous avez plusieurs troubles. C'est important parce que, en fait, c'est ce que je disais, mais c'est valable pour tout le monde. Quand on lit les trucs, on se dit, ah, je suis comme ci, je suis comme ça. On est assez mauvais juge de soi-même, hein. C'est valable pour tout le monde, moi le premier. Donc, mais vous pouvez poser la question si vous avez un psychiatre ou un médecin ou je ne sais qui, vous pouvez poser la question à quelqu'un d'autre pour qu'il donne un contrepoint à la perception que vous avez. Moi, je voudrais vous dire la pensée de Paulette, Paulette qui a dit qu'il fume visiblement, tabac avec grosse bouffée. Je pense que cette consommation a pour objectif inconscient d'asphyxier un peu le cerveau en phase haute d'expérience, vieille mais expérience. Voilà. Oui, oui, enfin, en tout cas, si je le soulignais, c'est que c'est intéressant. Enfin, j'avais trouvé cet article, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que j'avais lu ça à une époque où je travaillais un peu sur ces comorbidités addictives. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup d'articles comme ça, et c'était assez descriptif. Et justement, les auteurs formulaient, alors, pas cette hypothèse-là, mais ils essayaient de comprendre. En fait, et leur idée était basée plutôt sur l'automédication, alors ce qui a à voir avec ce que vous dites en disant que peut-être que l'intensité de l'inhalation et de la bouffée que ça procurait entraînait un effet plus important et qui était l'effet recherché en fait. Ce qui a à voir, pas tout à fait, mais un peu à voir. Et c'était vraiment leur hypothèse, ça, hein. Et j'avais trouvé ça assez original parce que, en fait, on descend rarement. Il y a plein de manières de fumer, hein, je veux dire, je pense, mais on descend rarement à ce niveau-là de détail, donc on n'y fait pas forcément attention, alors que je pense que probablement ça a authentiquement un impact. Alors, Inès aussi pose une question. Pouvez-vous réexpliquer trouble bipolaire de type 1 ou type 2? Merci. Ouais. Alors, c'est assez simple, trouble bipolaire de type 1, c'est quelqu'un qui a fait au moins un épisode maniaque, et en fait, un trouble bipolaire type 2, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'épisode maniaque. Voilà. Donc en fait, c'est la différence. Alors après, il y a plein d'autres typologies qui sont décrites et qui sont discutées. Mais là, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est l'existence. Alors, si on n'a fait que des épisodes hypomaniaques ou un seul épisode hypomaniaque, on est forcément de type 2. Et type 1, c'est vraiment avoir fait un épisode maniaque. Merci. Il y a Annette qui demande certains troubles de la personnalité peuvent-ils apparaître à force d'angoisse? Non, a priori, dans la définition de trouble de la personnalité, c'est quelque chose qui se met en place à la fin de l'adolescence et qui reste constant dans le temps. Donc en fait, ça peut être associé à plus de souffrance dans le temps, etc. Mais théoriquement, notre personnalité, alors, elle peut se modifier un petit peu, mais vraiment, on va dire, dans la conceptualisation qu'on a de la personnalité, c'est vraiment la manière dont on est. Et en fait, et alors après, ça ne veut pas dire que certains traits ne s'accentuent pas avec l'âge, mais ça n'apparaît pas de cette façon-là. On considère qu'on ne peut pas parler de trouble de personnalité normalement avant la fin de l'adolescence, enfin, parce qu'en fait, avant, c'est un peu mouvant. On parle de trouble de la personnalité vraiment à partir, mettons, de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, mais avec une fois de plus, une variation dans le temps de l'intensité, par exemple, de la souffrance reçue, pardon, perçue, avec une variation peut-être de l'intensité de certains traits de personnalité, mais une stabilité dans le temps. D'accord, merci. Je regarde si Je pense qu'on a fait tout le tour. tour des questions, oui. Ouais. Oui. Écoutez, j'espère que c'était pas trop confus et que ça vous a apporté des Non, informations c'était que très bien. j'espère utiles. C'était Non, très clair. Très bien. beaucoup de personnes vous remercient, monsieur.
En tout cas, moi, Je souhaiterais avoir un psychiatre aussi attentif que vous. Voilà, on a eu quelques... Voilà, merci, très bien, merci, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'était. En tout cas, merci de l'invitation et écoutez, ben, j'espère que ça vous sera utile. Comme je vous dis, n'hésitez pas à partager le diaporama, même si c'est un peu technique peut-être, mais enfin, en tout cas, voilà. Et puis ben, au plaisir. Et puis, n'hésitez pas, hein. Vous, Si n'hé- nous vous n'hé- n'hésitons jamais. non, non, mais vous n'hésitez pas, mais vous avez raison. Continuez à ne pas hésiter. Je trouve important de pouvoir partager, une fois de plus, comme la question a été posée tout à l'heure, est-ce que les choses sont diffusées, etc. Je crois que c'est important de les diffuser parce que on les diffuse parmi les médecins et ça prend du. Enfin, c'est un boulot déjà, mais je pense que c'est aussi important que toutes les personnes qui sont concernées puissent avoir ces informations-là parce que ça permet de peut-être des fois de nouer le dialogue, ce qui est pas du mal, ce qui est pas plus mal, ce que je Merci. souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Et, Bonne soirée à tous et bon. juste un événement, j'aimerais dire, j'allais oublier, le mois prochain, il n'y a pas de conférence parce que nous avons notre journée mondiale des troubles bipolaires qui, cette année, aura lieu sur le thème du travail. Elle aura lieu le 29 mars et non pas le 30, en présentiel et en webinaire, bien sûr. Elle aura lieu en présentiel à Levallois-Perret et en webinaire, évidemment. Et puis, vous aurez toutes les informations en regardant notre site et notre de Journée mondiale des troubles bipolaires. Monsieur, vous serez informé personnellement. Eh ben, je vous en remercie. Et nous, on organise une conférence grand public à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand sur la conférence avec le professeur Samalin sur le jour de la journée mondiale des troubles bipolaires. Donc, on va l'annoncer aussi localement. Mais en tout cas, s'il y a des gens de l'Auvergne, qu'ils n'hésitent pas. Oui, vous nous envoyez l'info, monsieur. Tout Oui, à fait. Je vais oui, vous faire passer ça. On a validé le programme et on a obtenu le lieu il y a la semaine dernière, donc enfin il y a 10 jours. Donc voilà, et on va diffuser l'information, mais donc voilà. On la diffusera Ouais, aussi pour les gens qui habitent là-bas. tout à Merci. fait. Merci beaucoup. Et donc ben voilà. Ça, en tout cas, je le partage avec vous et c'est bien évidemment ouvert. On a un amphi de 250 places, donc on peut accueillir des gens normalement. Merci. Voilà. Au Merci. revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Arrête l'enregistrement, Dominique.